C'est donc que vous prenez le polycopier, la fin des petits textes, et vous avez, à partir du texte 65, d'accord? On va reprendre. Est-ce que je ne me trompe pas? C'est bien le bon. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Mm. Alors, peut-être qu'il faudrait commencer par le fragment. Alors, ici, là, j'ai le souci de soi, bien sûr. Là, avec, je vous montre le livre. Là, on est vraiment complètement pile poil dans le sujet, hein. Ce qui est intéressé, Foucault était en train de faire une histoire de la sexualité, d'accord? C'est le 3e volume d'une histoire de la sexualité. À vrai dire, l'idée de Michel Foucault, initialement, c'était que le sujet est une illusion en quelque sorte, l'illusion de la conscience, l'illusion de la subjectivité, etc., en fait, qui est produite, qui est générée par des systèmes de pouvoir et de savoir, de pouvoir-savoir, qui sont des institutions, institutions euh, du savoir, institutions de la santé, institutions de la punition, la prison, euh, et du coup, ce qui doit sembler le lieu on pourrait dire, de la subjectivation, au sens d'un assujettissement, de la création d'un sujet assujetti, le lieu le plus fort pour cela, ce qui lui a semblé être la sexualité, d'où son idée de faire une histoire de la sexualité, euh, qui commence par le premier volume s'appelle La volonté de savoir, où on voit très bien pointer ce qu'il appelle le biopouvoir, qui est quand même une grande invention de Michel Foucault. C'est donc l'idée que, à vrai dire très hegelienne, hein, c'est un grand lecteur de Hegel et de Nietzsche, euh, l'idée que le pouvoir, euh, en fait, qui est le pouvoir de tuer, la réalité l'effectivité du pouvoir, c'est le pouvoir de gérer la vie. Donc, le but du pouvoir n'est pas tellement de, de menacer de mort que de protéger la vie, de former la vie, d'organiser le système de santé, d'organiser le système de formation, etc. C'est de gérer la vie, c'est la gestion de la vie. Et donc là, il y a une sorte de tournant économique, mais on pourrait dire aussi euh, écologico-politique. En fait, il s'agit d'optimiser la vie. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est La volonté de savoir. C'est un livre qui date de 76, je crois, 77 peut-être. Puis il y a l'usage, un deuxième volume qui s'appelle L'usage des plaisirs. Il devait y avoir 5 volumes, je crois. L'usage des plaisirs, puis le souci de soi. Et en fait, voilà, il essaie de remonter de cette volonté de savoir qui est typique, dit-il, on va dire, de la modernité occidentale. Il dit que, voilà, dans la modernité occidentale, le sexe est l'objet d'un savoir, alors que dans les traditions asiatiques, par exemple, c'est un art et non pas un savoir. Et que donc là, il y a il essaie de comprendre pourquoi. Bon. Et donc, il remonte dans cette histoire et donc il va s'intéresser à l'Antiquité. En fait, là, peu à peu, il va changer d'avis parce qu'en fait, il partit d'une conception euh, dans laquelle le christianisme était, était le lieu de la répression et en même temps de la surveillance et de la volonté de savoir. L'idée, en gros, c'est que le monothéisme, le cœur du monothéisme, c'est une idée de Nietzsche, hein, que le cœur du monothéisme, c'est la volonté de vérité. Hein, voilà, c'est peut-être ça que j'aurais dû dire dès le début. Le cœur du monothéisme, c'est la volonté de vérité. Et en ce sens-là, la science tout entière est comprise dans ce destin du monothéisme, qui est la volonté de vérité. C'est intéressant parce qu'en fait, vous avez vu que tous les débats qu'il y a eu avec Yann Assmann sur justement le problème du monothéisme dans l'Égypte ancienne, la naissance du monothéisme, va avec justement disons, la violence monothéiste, c'est la violence de la volonté de vérité. Ce qui est violent, c'est lorsqu'on dit, c'est pas quand on dit mon Dieu est le plus fort que le tien, parce que voilà, là, on peut encore trouver un arrangement et on peut dire, oui, d'accord, le mien va être subordonné
oh tiens, on va faire un panthéon. Non, c'est lorsqu'on dit mon Dieu est le seul vrai. C'était la blague de Nietzsche qui disait les dieux sont morts, oui, ils sont morts de rire en entendant l'un d'eux dire qu'il était le seul. Donc, lorsque le thème devient la vérité, et donc en ce sens-là, la science la plus athée et l'entreprise athéiste, on va dire, scientifique, est elle-même dans le prolongement du monothéisme de la vérité. Vous voyez l'idée? Bon, ça c'est Nietzsche, c'est la troisième dissertation de la généalogie de la morale de Nietzsche. Bon. Et en fait, quand il s'approche de l'Antiquité gréco-romaine dans son histoire de la sexualité, il s'aperçoit qu'il y a une ascèse. Et donc, une ascèse morale en fait bien plus grande que dans la plupart des siècles du christianisme. Le christianisme a été très moraliste au XIXe siècle. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a toutes ces institutions de savoir, pouvoir, etc., les prisons, les pensionnats, etc. Bon, mais que, voilà, au long des siècles, le christianisme n'était pas tout le temps comme ça. Donc, il s'intéresse alors, puisque c'est la réalité d'une conception très sévère, très stricte de la sexualité, est déjà complètement le cas dans le monde romain, et que donc ça ne vient pas du christianisme, donc il essaye de comprendre en fait les différentes formes, les différentes significations de l'ascèse. Je suis sûr qu'il y aurait un fou quelqu'un qui m'écouterait et me dirait pas du tout, c'est pas du tout ça. Mais bon, j'ai quand même lu Foucault depuis tout le début, hein, j'ai toujours suivi son travail, quoi, c'est son parcours. Alors, on peut prendre, du coup, le petit fragment. Donc, dans le souci de soi, dans l'usage des plaisirs, on est dans la Grèce antique. Et dans le souci de soi, on est plutôt dans le monde romain des premiers siècles. Et donc, fragment 65, vous voyez, sous le principat d'Auguste, il y a plein de mesures qui protègent le mariage, qui favorisent la famille, qui réglementent le concubinage, qui condamnent l'adultère. Et il y a une sorte de retour à la rigueur des mœurs anciennes. Et le commentaire qu'il en donne, c'est que cette austérité sexuelle, elle n'est pas tellement de l'ordre d'un contrôle très très précis en disant elle est, portée par une sorte de retournement de l'attention en disant à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Il faut faire attention à soi-même. Il faut se respecter soi-même dans son statut d'être raisonnable. C'est le texte numéro 66. Et donc c'est comme il dit, 2 lignes avant la fin, c'est une intensification du rapport à soi. Et alors, en fait, ce qui est en train de se passer là pour Michel Foucault, c'est qu'il découvre que il y a un sujet assujetti à des appareils de domination, à des appareils de gestion, à des appareils de savoir, de pouvoir savoir. Mais il y a aussi des formes d'autosubjectivation, c'est-à-dire de création de subjectivité et de subjectivité libre, de subjectivité, on pourrait dire, déviante par rapport aux normes ou par rapport au système, enfin, indépendante des systèmes de pouvoir et de savoir. Bon, mais c'est peut-être, entre parenthèses, parce qu'il avait un présupposé purement, enfin, excessivement, comment dirais-je, où tout est aliéné, où d'une certaine manière, de toute façon, il n'y a pas de subjectivité, la subjectivité est une illusion. Alors du coup, il a une sorte de découverte, ah, mais il y a de la subjectivité qui est de la subjectivité vivante, de la subjectivité voulue par le sujet, et non pas imposée ou créée, générée par le système. Donc voilà, c'est ça qui l'intéresse dans la sagesse antique, qu'elle soit grecque, qu'elle soit romaine, c'est cette intensification du rapport à soi dans lequel, on peut lire le texte 67 si vous voulez, je ne sais pas l'un de vous qui pourrait lire le texte 67, le petit texte de Sénèque, c'est la seule partie. C'est la seule partie de notre vie oui. Qui soit sacrée et inviolable, qui est échappée à tous les hasards humains, qui soit soustraite à l'empire de la fortune, que ne bouleverse pas la pauvreté, ni la crainte, ni l'incursion des maladies. Celle-ci ne peut être troublée ni ravie. Perpétuelle et sereine en est la possession. Voilà. Donc il parle de la sexualité ou de la vérité là? Là, il parle de l'âme.
Voilà. Ah, j'adore. Ah, ta question est magnifique. Tu as absolument raison. Parce que l'âme, c'est vraiment l'organe de l'amour. Alors donc, ça tient bien à ta question. Non, il parle de l'âme, mais là, oui, mais tu as raison, parce qu'en fait, l'âme, à cette époque-là, n'est pas si séparée de ça, si vous voulez. Et Enfin, oui, c'est ça. Ouais, ouais. nous, on a peut-être. Enfin, nous, non, c'est pas vrai. Là encore, hein, il faut résister, parce que la conception, la dualité âme-corps, elle est grecque par excellence. Elle n'est pas tellement chrétienne, à vrai dire. Le christianisme, au contraire, on a cessé de brouiller la séparation âme-corps. Mais, en tout cas, mais ce qui est certain, c'est que pour les, quand on parle dans toute cette tradition stoïcienne ou épicurienne, on n'est pas dans une sorte de séparation scolaire entre l'âme et le corps, si vous voulez. L'âme, c'est le mouvement, c'est la vie, c'est le désir et c'est le plaisir. Vous voyez, il y a cette idée de plaisir. Celui qui est parvenu, le commentaire que donne Foucault est le suivant: celui qui est parvenu à avoir finalement accès à lui-même est pour lui-même un objet de plaisir. Non seulement on se contente de ce que l'on est et on accepte de s'y borner, mais on se plaît à soi-même. Il y a une sorte de plaisir. On avait trouvé ça d'ailleurs chez Montaigne aussi et chez Rousseau. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Se, se dépouiller de tout ce qui n'est pas soi-même, se soustraire à tout ce qui ne dépend pas de nous-mêmes pour revenir uniquement au plaisir d'exister, si je puis dire. Au plaisir d'être soi-même. C'est pas le plaisir d'être soi-même, c'est le plaisir d'exister. C'est vraiment très, très, très élémentaire. Hein. Bon. Tandis que là, peut-être Foucault, il y a peut-être un plaisir d'être soi-même, d'être un sujet différent des autres, singulier. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et dans le fragment suivant, vous voyez, même la virginité n'est plus là une abstention préalable à la pratique sexuelle, elle est un choix, c'est un style de vie. C'est une forme haute d'existence que le héros choisit dans le souci qu'il a de lui-même. Donc, voilà. Mais la virginité peut être une forme du souci de soi. Ce qui est en cause dans ce texte, c'est aussi l'idée l'idée, on pourrait dire platonicienne, qu'il y aurait une préparation. On se prépare et après, on accède à un autre état. Et donc, la virginité a pu être, dans certaines morales ou spiritualité, on pourrait dire, une étape préparatoire. Il y a un temps pour la virginité et après, il y a un temps pour autre chose. Et non, là, ça devient un style de vie pour la vie tout entière. C'est un choix de vie tout entier. Mais vous voyez, l'idée de style de vie, c'est intéressant parce que c'est ça un sujet. Un sujet, c'est un style. Et la question, c'est est-ce que le sujet a choisi son style? Est-ce que c'est vraiment bien son style? Ou est-ce que c'est quelque chose, une catégorie dans laquelle il a été mis par la culture ambiante, on peut dire? Est-ce que c'est bien son style? Voilà la question, je dirais, de l'autosubjectivation par rapport à l'assujettissement. Et alors, c'est là qu'on passe au deuxième livre, il pourrait y en avoir d'autres, hein, mais que je cite ici, c'est l'herméneutique du sujet, qui est un cours, j'ai oublié, maintenant j'oublie tout. J'ai oublié d'où c'est sorti, en fait, de quel cours. Je crois que c'était en 80. C'est un des derniers cours de Foucault avant sa mort, dans les années 80. Donc il est publié, vous voyez, plus de 10 ans plus tard. Si on prend le fragment 72, il dit « Le cours de cette année a été consacré à la formation du thème de l'herméneutique de soi. Il s'agissait de l'étudier non seulement dans ses formulations théoriques, mais l'analyser en relation avec un ensemble de pratiques qui ont eu dans l'Antiquité classique ou tardive une très grande importance. Ces pratiques relevaient de ce qu'on appelait souvent en grec epimileia eutou et en latin cura sui, c'est-à-dire le soin de soi. Ce principe que l'on a à s'occuper de soi
et à se soucier de soi-même est sans doute, à nos yeux, obscurci par l'éclat du gnotisséoton. C'est-à-dire, connais-toi toi-même. Alors du coup, on a une telle idée du... Vous voyez, là typique, ça c'est le vieux Foucault qui ressort là. C'est-à-dire, on est tellement occupé par le savoir, connais-toi toi-même, qu'on oublie que, mais connais-toi toi-même, mais dans un sens, prends soin de toi, occupe-toi de toi-même un petit peu. Vous voyez, préoccupe-toi un petit peu de toi-même aussi. Prends soin de toi. Voilà. Et pas simplement connais-toi dans un sens purement théorique. C'est pratique. Alors là, on voit l'influence aussi, on imagine en tout cas la convergence avec Pierre Hadot, qui, dans la même époque, dit que toute la sagesse, les stoïciens, l'épicurien, enfin toute la philosophie antique, n'est pas du tout une philosophie entendue dans le sens de constitution d'un système théorique de pensée, mais c'est un exercice de vie. C'est pour bien vivre. Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle sont des conseils à soi-même dans lesquels il s'exerce à penser de cette manière-là, pour pouvoir vivre de cette manière-là. Et pas simplement, c'est pas juste une hypothèse sur le monde, c'est pas une théorie, si vous voulez. Voilà. Et en même temps, il y a une confusion, je trouve, merci de cet éclairage. Il y a une confusion aujourd'hui énormément dans tous les mouvements de développement personnel où le connais-toi toi-même, c'est sur la deuxième approche, c'est-à-dire soucie-toi de toi, connais-toi toi-même dans qui tu es, dans ta singularité, pour pouvoir justement sortir de l'esclavage, du conditionnement social. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une confusion. Tu vois, quand on cite le connais-toi toi-même dans tous les mouvements de développement personnel, c'est vas-y, soucie-toi de toi, va dans la quête de ton identité première, de ta singularité, de ton discernement par rapport aux autres. Et c'est pas du tout le connais-toi toi-même originel du connais et accès à la connaissance du grand tout pour pouvoir Ah t'éveiller, oui, quoi. ah oui, oui, oui. Tu vois ce Tout que à je veux fait. dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, Comme c'est s'il une y a des... une déroute ou je sais pas, Oui, bah, ça fait partie des interprétations. Oui, alors on peut dire que, voilà, on peut dire qu'ils sont plus proches de ce que souhaitaient Pierre Hadot et Michel Foucault dans la mesure où c'est pas juste une théorique, mais c'est une pratique, une C'est ça. praxis, une sapience, et pas seulement un savoir. Et oui, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais, On ouais. peut dire ça c'est le bon côté. On peut dire aussi, alors là c'est plutôt Pierre Hadot contre, contre Foucault, qui dit que, mais ça c'est Nicole qui nous le dira la prochaine fois, sans doute, c'est que en fait, du coup ça fait une conception très très individualiste. C'est ça. Et c'est ça que tu vises, je crois, C'est Ingrid. ça. Alors qu'en fait, cette sagesse antique, au contraire, était une désindividualisation. Et oui, d'accord. D'accord. Donc là, on touche quelque chose, voilà, C'est le texte 64, en fait. C'est le texte qui est juste au-dessus. Enfin, le dernier texte de Pierre Hadot. Ah oui, voilà, La exactement. conclusion le dit clairement. Ah oui, exactement. J'ai sauté à pieds joints par-dessus Pierre Hadot, mais oui, on peut reprendre le texte 64. Réflexion sur la notion de culture de soi. Ce n'est donc pas, comme le pense Foucault, en écrivant et en relisant des pensées disparates que l'individu se forge une identité spirituelle. Euh, Premièrement, nous l'avons vu, ces pensées ne sont pas disparates, mais choisies pour leur cohérence. Et en second lieu, et surtout, il ne s'agit pas de se forger une identité spirituelle en écrivant, mais de se libérer de son individualité pour s'élever à l'universalité. Vous voyez, là c'est un vrai... Foucault, si vous voulez, il est lecteur de Nietzsche. Et pour Nietzsche, voilà, la volonté de savoir, la volonté de vérité, de cohérence, etc., tout ça, c'est inversé du côté du monothéisme, etc. Vous voyez, donc, Foucault, il essaye de tirer à dos, ou en tout cas toute la sagesse antique, dans une autre direction. Et là, Pierre Hadot résiste, en disant non, il y a bien il y a une cohérence de toutes ces pensées pour moi-même. C'est pas juste un exercice, c'est pas juste un exercice de déviance pour se créer une personnalité singulière, on pourrait dire. Donc le texte 70 redit justement que le gnotisséoton n'est qu'une
n'est qu'un cas particulier de l'épimeleia eutu, et donc il faut le comprendre comme à l'intérieur de cette famille-là. Il faut retrouver son aire de famille avec le épimeleia eutu, avec le soin, le souci de soi-même, qui est plus importante que la connaissance de soi-même. Et alors après, il y a deux textes dans lesquels il va chercher à montrer la différence avec le christianisme et la différence avec Platon. Et là aussi, on a envie de dire, Michel, cher Michel, calme-toi, il ne faut pas tout le temps chercher, cette manière de chercher la différence à tout prix, parfois elle embrouille les choses. Il veut voir des différences parfois là où il n'y en a pas, il ne voit pas les différences là où il y en a. Enfin, c'est ce que Pierre Hadot lui reprochait, par exemple, dans ce qu'on vient de voir. Bon. Mais c'est intéressant parce que, voilà, la volonté de distinguer à l'intérieur même du sujet une rupture. Le soi qui se convertit est un soi qui a renoncé à lui-même. Voilà, donc, vous voyez, la métanoïa chrétienne, ou post-chrétienne, elle est une césure, et c'est une coupure. D'une certaine manière, ce n'est pas le même sujet. Le sujet a été transformé. Donc, c'est une transsubjectivation. Trans au sens vraiment, on sort en dehors, on est en dehors du sujet, du premier sujet, du sujet initial. Donc la conversion est une forme de rupture et de mutation à l'intérieur même du soi, et donc une sorte de transsubjectivation. Eh bien, cette conversion dont il est question dans la philosophie des premiers siècles de notre ère n'est pas une transsubjectivation, ce n'est pas une manière d'introduire dans le sujet une césure, de marquer une césure. La conversion est un processus long et continu que j'appellerais plutôt donc que de transsubjectivation, d'autosubjectivation. Voilà. Là, on voit très bien que c'est ça qui intéresse Michel Foucault, c'est comment est-ce qu'un sujet se forme lui-même par un processus, un long processus on va dire de décision de soi-même, d'exercice de soi-même, de stylisation de soi-même, on pourrait dire, pour établir un rapport adéquat et plein de soi à soi. C'est ça qui est en jeu dans la conversion. Donc, vous voyez, il fait la différence entre la conversion, l'épistrophée des philosophes et la métanoïa chrétienne. Puis alors maintenant, en fait, dans l'autre texte, le texte 73, il va montrer la différence avec Platon. S'occuper de soi n'est pas donc une simple préparation momentanée à la vie. C'est une forme de vie. C'est pas juste pour se préparer à trouver la vérité, c'est pas juste une préparation, c'est la forme de vie tout entière. Alcibiade, par exemple, se rendait compte qu'il devait se soucier de soi pour pouvoir après gouverner les autres. C'est le livre suivant d'ailleurs de Michel Foucault, qui s'appelle Le gouvernement de soi. Je suis en train de chercher. J'amène tout. Voilà, ça c'était la volonté de savoir, le premier livre, puis ça a été l'usage des plaisirs. Ça c'est voilà, l'usage des plaisirs ici. Et puis le souci de soi. Et après l'herméneutique du sujet, je suis bête ou quoi? Excusez-moi. C'est très important pour lui, c'est très important parce qu'en fait, sa militance est une militance politique. Et la question, c'est la question du gouvernement, le gouvernement des vivants. Vous voyez et donc, pour échapper à ce système de savoir-pouvoir de gouvernement des vivants dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ça suppose que les vivants s'auto-subjectivent et deviennent capables de se gouverner eux-mêmes. Si tout le monde était capable de se gouverner soi-même,
de s'auto-subjectiver complètement, eh bien, d'une certaine manière, le gouvernement des vivants perdrait beaucoup de son pouvoir et de son prestige. C'est l'histoire du colibri de Pierre Rabhi. Oui, peut-être, oui, tout à fait. C'est Tout à fait. chacun qui prend responsabilité d'éteindre le feu de forêt en prenant une petite goutte d'eau pour Voilà, pouvoir faire basculer en fait des gouvernements. exactement. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Ok. Tout à fait ça. Donc, il essaie de penser voilà, quelque chose qui n'est pas... Alcibiade, lui, il veut se gouverner lui-même pour gouverner les autres. Et donc, c'est juste une préparation, et ensuite, le but est un but politique de domination des autres. Et et il s'intéresse, Foucault, au fait que voilà, qu'Alcibiade, c'est l'Alcibiade qui apparaît dans tous les dialogues de Platon, hein, notamment le banquet, si vous relisez le banquet. Alcibiade qui est amoureux de Socrate, hein, bon, il y a tout ce jeu-là aussi qui est pas derrière. Mais non, il s'agit, dit là Michel Foucault, de se rendre, d'être pour soi-même et tout au long de son existence son propre objet. Il s'agit maintenant de s'occuper de soi pour soi-même. De là l'idée de la conversion à soi, ad se convertere. L'idée d'un mouvement de l'existence par lequel on fait retour sur soi-même. Eis euton epistrophein. Donc, on peut dire bien sûr que le thème de l'épistrophée, de la conversion, est un thème typiquement platonicien, mais c'est le mouvement par lequel l'âme se tourne vers elle-même est un mouvement, chez Platon, il veut dire, est un mouvement par lequel le regard est tourné vers le haut, vers l'élément divin. Je me retourne vers ce qui en moi est divin. Tandis que vers les essences, vers le monde supracéleste, vers des aïdos, vers les idées. Tandis que le retournement auquel invite Sénèque, Plutarque et Épictète est en quelque sorte un retournement sur place. Il n'a pas d'autre fin ni d'autre terme que de s'établir auprès de soi-même, de résider en soi-même et d'y demeurer. Il ne s'agit pas de gouverner le monde, il ne s'agit pas de gouverner les autres, il ne s'agit pas de remonter vers le monde des idées, etc. Vous voyez. Donc c'est une épistrophée sur place, vers soi-même, et pas vers en haut, vers soi-même tel qu'on est. Voilà. Juste être auprès de soi-même et pas auprès d'autre chose. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, donc, il y a cette double distinction. Un, ce n'est pas une césure, comme la métanoïa chrétienne, comme une rupture, un renoncement à soi-même. Et deux, ce n'est pas un retour vers un soi plus meilleur, plus haut, plus grand, plus ça. C'est non, juste soi-même, quoi. Mais avec la dérive de tomber dans l'individualisme avec cette version. Oui. C'est quand même une autosuffisance. Une autosuffisance, une auto-arrogance, etc. quand même. En fait, derrière tout ça, il y a une lecture, enfin, j'imagine, parce que moi, dans ces années 60-70, je lisais beaucoup Nietzsche, il y a une lecture nietzschéenne d'Aristote, en fait. Aristote, en gros, toute l'éthique à Nicomaque est une montée vers le bien, vers un bien qui ne serait pas lui-même un moyen pour un autre bien, mais un bien, un souverain bien, un bien souverain. Qu'est-ce que c'est que le souverain? Le souverain, c'est ce qui n'a pas besoin d'autre chose. Dans cette conception-là, hein, bon. Hegel va montrer qu'au contraire, le souverain, c'est lui qui a besoin de tous les autres. C'est le seul qui a besoin de tout le monde. Et oui, oui, oui. Et oui. Et justement, il est loin d'être souverain. En fait, que c'est l'esclave qui est le souverain. Ça, c'est le génie de Hegel, quoi, de retourner complètement le truc. Et de dire qu'en fait, le maître, il dépend de l'esclave, complètement. Bon. C'est Créon et Antigone, ça. Un peu, non? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, c'est pas tellement le problème. Parce que là, le problème de Créon n'est pas d'être le maître. Et Antigone n'est pas du tout l'esclave. Hein. Non, c'est le problème de deux valeurs. C'est le choc entre les valeurs de la cité, de l'ordre civique,
l'ordre de la politique de la cité, et les grandeurs de l'ordre familial et des lois familiales. Les lois de la famille qui sont aussi les lois de la vendetta, les lois de la vengeance, les lois clitoniennes. En fait, c'est vraiment les lois de la famille, là, c'est vraiment les lois archaïques de la famille. Il y a les lois archaïques, les lois de la tradition contre les lois de la modernité. En gros, Créon, c'est le moderne, c'est l'État moderne, et Antigone, c'est la tradition. Mais la tradition, dans ce cas-là, d'archaïque, dans ce cas-là, ne reconnaissant pas les lois de la cité, en rappelant les vieilles lois de voilà. Donc c'est un débat très passionnant, mais c'est un conflit de lois aussi valables l'une que l'autre. C'est comme ça. Non, là, ce que j'essaie de montrer là, c'est plutôt que dans le système d'Aristote, on a vraiment une dialectique de tous les biens qui sont des moyens et de tous les biens qui sont, puisqu'on parlait de la sexualité tout à l'heure, c'est un exemple. Est-ce que la sexualité, c'est un moyen pour faire des enfants? Ça veut dire que c'est un bien subordonné à autre chose. Donc, dans un système aristotélicien finalisé, donc il y a une hiérarchie des biens, et bien voilà, chaque chose doit être à son tour subordonnée à un bien supérieur. C'est peut-être une des raisons d'ailleurs de la subordination de la sexualité à une finalité supérieure qui elle-même peu à peu monte dans une hiérarchie des biens vers je ne sais pas quoi. Mais on peut aussi dire que la sexualité est un bien en soi. Et donc à ce moment-là, c'est un bien en soi. Si c'est pas quelque chose qui est fait pour autre chose, eh bien ça devient purement pour le plaisir, c'est-à-dire ça devient l'idée de plaisir. Le plaisir à ce moment-là devient l'index de quelque chose qui peut être pris comme un but en soi. Et c'est valable pour n'importe quoi. Si je marche vers la gare, je marche vers la gare pour prendre le train, pour faire je ne sais pas trop quoi. Mais je peux aussi marcher pour le plaisir. Ça devient une promenade. Et donc, n'importe quelle activité peut être considérée comme un moyen pour autre chose, mais aussi comme un bonheur, un bien en soi. C'est le problème de la visée. Voilà. Alors, est-ce que c'est traversé par une visée qui le dépasse vers autre chose, ou est-ce qu'on le fait pour soi-même? Et en gros, ce que fait donc Aristote, il y a toute une téléologie, une construction téléologique des finalités, et il me semble que Nietzsche, mais peut-être d'une certaine manière, c'est aussi le cas d'une grande partie des philosophes de l'Antiquité, c'est qu'en fait, ils essayent de dire, on n'a jamais fini de monter dans ces échelles de la finalité. Il y a un moment, où que ce soit, il faut trouver le plaisir. Où que ce soit, on peut trouver le souverain, le bien souverain. Et même en redescendant très, 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 très bas dans ces échelles. C'est de retrouver l'Éden en soi, en tout cas. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, où est-ce que je disais ça? Oui, par exemple, Nietzsche a cette formule, pour vivre seul, il faut être un animal ou bien un dieu, disait Aristote. Mais en fait, je me suis embarqué dans un truc compliqué là. En fait, l'idée, c'est que si le bonheur, c'est l'autarcie, la suffisance, si le bien, c'est l'autarcie et la suffisance, l'humanité ne rencontre cette autarcie que sous les figures dans lesquelles je suis encore avec d'autres. Par exemple, la théoria, la recherche entre guillemets scientifique, la recherche de la contemplation, ça se fait à plusieurs. Le bien politique, le bonheur politique, c'est à plusieurs, c'est pas tout seul. Il n'y a pas de bonheur politique tout seul. L'amitié, c'est à plusieurs. Il y a un cas où le bonheur est peut-être seul, c'est face à une œuvre d'art, par exemple. Ça questionne finalement. Justement, je pense que pour Aristote, ce ne serait pas vraiment tout seul. Il y a un dialogue. On est en quelque sorte avec le créateur de l'œuvre d'art. Je ne sais pas. Enfin, vous voyez, il trouvait. L'idée, c'est que l'idée d'Aristote, mais je ne sais pas si c'était une idée d'Aristote, c'est peut-être une idée rétro-projetée ultérieurement sur Aristote. Aristote, c'est des textes d'il y a 2000 ans.
il faut imaginer que nous ne lisons qu'à travers des catégories qui ont été peu à peu modifiées par toute cette histoire. Mais l'idée d'Aristote, c'est que finalement, le bien absolu, nous n'y avons accès que sous une forme dans laquelle on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que l'homme est un animal politique. Politique, c'est vraiment un animal social. Il a besoin d'autres. Et Nietzsche, lui, il passe le pas et il dit non, c'est une boutade. Hein, il dit il faut être les deux, il faut être philosophe. Un philosophe, c'est un animal ou c'est un dieu qui n'a pas besoin des autres. C'est un monstre de suffisance, si vous voulez, le philosophe. C'est-à-dire, et donc, c'est déjà, pour lui, ça a à voir avec le surhomme, sans doute. Hein, bon, ça a à voir avec ça. Je pense que Michel Foucault a été touché par cette figure nietzschéenne de ce que Nietzsche lui-même appelle des monstres de suffisance. Des monstres de suffisance. Et donc, il cherche chez tous ces penseurs antiques des monstres de suffisance. Des gens qui n'avaient plus besoin de personne, en quelque sorte. Mais c'est peut-être dû aussi au fait que dans un moment où la société, où tout est en train de s'écrouler, où on a le sentiment que tout est en train de s'écrouler, on cherche la suffisance, on cherche l'autarcie, si vous voulez. Alors on pourrait dire que la suffisance, là, c'est carrément le solipsisme. C'est-à-dire, en fait, je suis tout seul, à la limite, je n'ai pas besoin des autres, au sens où presque les autres n'existent pas. Je n'ai pas accès aux autres. Quoi. Je suis... Et c'est une véritable... Je pense que le débat que nous avons là, enfin, que nous frôlons par ici, touche quelque chose de très important parce qu'il me semble que c'est vraiment la maladie contemporaine. Ouais. C'est vraiment cette question de cette incapacité à toucher les autres et à être touché par les autres, à rencontrer les autres, etc. Et je dirais même à la limite ce désir de totale autarcie, de totale suffisance, de se suffire à soi-même. Il y a quelque chose comme ça qui est revenu très fort, quoi. Donc, avec tous les systèmes autour de la collapsologie, du survivalisme, et puis même l'écologie, quelque part, il y a des déroutes par rapport à tous ces gens qui veulent retrouver l'autarcie, l'isolement, refaire société. Il y a plein de... Voilà, en ce moment, c'est en train de fleurir de partout, ça. C'est pour ça que c'est des débats vraiment, je trouve, très, très actuels, quoi. Alors après, on a 2 ou 3 petits fragments dans lesquels 74, il insiste sur le fait que pour Sénèque et pour tous les sages du 1er, 2e siècle, c'est toujours par rapport à un maître, à un directeur. On ne peut pas tout seul, on ne peut pas atteindre cette délivrance, cette liberté, cet état de tout seul. Il faut un maître. Il faut d'abord se taire et écouter, fragment 75. Alors là, de toute manière, c'est intéressant parce que c'est la différence entre la phénoménologie et l'herméneutique, d'une certaine manière. La phénoménologie, c'est une philosophie dans laquelle on essaye de retrouver accès à un commencement de la philosophie. Vous trouvez accès en soi-même à un commencement de la philosophie. On peut trouver un accès à l'origine, on va dire. Alors que l'herméneutique, c'est l'idée que, c'est une petite parenthèse que je fais là, mais juste que vous voyez un peu les mots. L'herméneutique, c'est vraiment au contraire l'idée qu'on est toujours déjà dans un monde déjà interprété par d'autres avant nous. Et donc, on va devoir faire un travail, se situer dans quelque chose. Donc, il faut commencer par se taire et écouter. Voilà, et donc, on est dans cette condition herméneutique, qui est une condition interprétative dans laquelle, herméneutique du sujet, on s'interprète, mais on s'interprète sur un fond de choses qui ont déjà été interprétées. On ne s'interprète pas dans le vide, si vous voulez. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous fais cette remarque. Et l'herméneutique face à, c'est quoi l'autre mot? La phénoménologie. La phénoménologie, c'est ça, d'accord.
Husserl, c'est l'idée de, voilà, je vais essayer par un travail de dépouillement, d'essayer de trouver un point de vue qui serait un point de vue originaire, on va dire. C'est ça. Mais c'est une projection sur quelque chose, la phénoménologie, ou pas? C'est une visée de quelque chose? C'est une relation entre l'objet extérieur et soi-même intérieur? Oui, mais cette conscience cette visée de l'objet extérieur, on essaye donc sorte de la, De la sourcer, de la… oui, on essaie de la prendre au ras, de la prendre en déconstruisant tout ce qu'on croit savoir. D'accord. Il y a quand même quelque chose ce qu'il appelle et ça c'est vraiment les mots de la philosophie antique, une époquée, c'est-à-dire une réduction, une neutralisation, une mise entre parenthèses. L'époquée, c'est vraiment la neutralisation, on met tout entre parenthèses. Je mets entre parenthèses tout ce que je sais. Rencontrer l'autre, par exemple, en mettant complètement en parenthèse tout ce que je crois savoir sur l'autre. Comme si c'était une rencontre complètement à l'état pur. Première rencontre, quoi. Voilà. La phénoménologie, c'est cette recherche, je dirais, d'une expérience première, dans la rencontre des choses, dans la perception, dans l'imagination, dans toutes les modalités de la conscience, toutes les formes de ce qu'il appelle l'intentionnalité. Donc, ce n'est pas tellement une projection, vous voyez, c'est au contraire une sorte de… Ouais. Et l'herméneutique, c'est de prendre soin de… L'herméneutique, c'est l'art de l'interprétation, de la C'est ça. traduction. Et donc, l'herméneutique, c'était la théorie de l'interprétation, la théorie de la traduction, au sens technique. Comme en médecine, on va traduire des symptômes, c'est une sorte d'herméneutique. Il y a une sémiologie et donc une herméneutique. Comme en droit, il va falloir interpréter les situations, donc il va falloir interpréter les règles, donc il y a une herméneutique. L'herméneutique, c'est une discipline qui existe partout où il y a des signes à interpréter ou des choses à interpréter. Bon. Puis après, c'est quoi, c'est de la sémiotique? Voilà, ça va avec la sémiotique, mais la sémiotique, c'est uniquement au niveau du signe. L'herméneutique va donner une interprétation plus large, va en quelque sorte proposer la pluralité des interprétations qu'il y a d'un signe. D'accord. Et organiser cette pluralité interprétative, on pourrait dire. Mais après, l'herméneutique est devenue, avec Heidegger, l'idée que l'être, le Dasein qui est jeté au monde, forcément, il s'interprète lui-même. Sa condition tout entière est une condition interprétative. C'est-à-dire qu'en fait, l'herméneutique, c'est la découverte qu'on est toujours déjà dans un monde qui est déjà là. Et donc, il n'y a pas un sujet face à un objet, ce qui était, je dirais, le modèle depuis Descartes, sujet-objet, qui est encore, d'une certaine manière, un peu le modèle du premier Husserl, de la première phénoménologie. Et oui, c'est ça. Mais la phénoménologie, en allant jusqu'au bout, découvre que le sujet il est toujours déjà dans un monde. Et donc, et là, c'est la condition, et elle devient herméneutique au sens où, dans un monde qui est déjà interprété, qui est déjà là. Il faut d'abord écouter dans son langage avant d'interpréter. Donc, le sujet s'interprète lui-même dans un monde déjà interprété. Donc, l'herméneutique du sujet, c'est bien l'idée que le sujet va s'interpréter, mais on peut dire aussi, de manière plus… Il s'essaye. Il y a des essais de soi. En s'interprétant, il s'essaye. Il s'exerce à être par des essais, par des exercices. Mais par des essais, c'est intéressant le mot essai parce que ça veut dire aussi qu'on peut se voir comme ceci, on peut se voir comme cela. Et c'est sans doute une des… là aussi, puisque quand même ce cours, et c'est vrai que ce n'est pas du tout un hasard si Michel Foucault est important dans ce sujet, avec sa question autour de la sexualité, c'est que c'est bien dans la relation sexuelle, il y a bien quelque chose comme une manière de s'essayer, une manière une manière de faire varier en quelque sorte ce que l'on est. On peut dire aussi qu'il y a une dimension de répétition, bien sûr. Mais la dimension d'essai me semble importante avec… en tout cas, je crois que pour Michel Foucault, c'est un point très important. Il y a ce côté
s'interpréter soi-même. Au sens où, par exemple, on interprète une partition de musique. Il y a l'interprétation dans ce sens-là. Et c'est là où on tombe dans l'art au niveau de la sexualité, justement, Oui. pour éviter de tomber dans la répétition, donc la perte de désir. L'idée, c'est de rejouer toujours différemment. Il y a toujours C'est ça. une variation. Et alors, on va terminer là-dessus pour Foucault, parce que ça nous prend du temps, mais c'est bien. C'est que dans l'Antiquité, le principe fondamental, c'est que, c'est le texte 76, hein, c'est que le sujet n'est pas spontanément capable de vérité. Il n'est pas préparé. Oui, donc, Alcibiade n'était pas préparé à gouverner les autres, il faut d'abord qu'il se gouverne lui-même. Mais dans un autre sens, le sujet n'est pas capable de connaître la vérité parce qu'il faudrait d'abord qu'il se prépare lui-même à connaître la vérité. Et donc, cette préparation est en général perçue comme définie comme un dépouillement. Il faut commencer par faire le vide de ce que l'on croit savoir. C'est l'épopée dont je viens de parler, là, en fait. Hein. C'est très, très proche de ça. Donc, il n'est pas capable de vérité, sauf s'il effectue sur lui-même un certain nombre d'opérations, un certain nombre de transformations, de modifications qui vont le rendre capable de vérité. D'accord ? On n'est pas, normalement, on est bouché. Il faut faire tout un travail de conversion, de retournement pour accéder à la vérité. La conversion du regard. Voilà. Et ce que dit l'idée de Foucault, c'est que à partir de Descartes, il y a là une mutation incroyable. Descartes, la modernité dit, mais vous êtes tous capables de la vérité. Il n'y a pas besoin de toute une longue préparation, etc., etc. Tout le monde est capable de la vérité. Le sujet est devenu comme tel capable de vérité. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que le sujet a été rendu capable ? Par quelle opération est-ce qu'il a été rendu capable Non, par quelle opération on dit que le sujet est tel quel capable de vérité sans une préparation qui le rend capable? Ça, c'est une question que je vous laisse un petit peu comme lui, là, ici, c'est une question importante, intéressante. Ce qui peut nous intéresser, c'est que soit que ça veut dire que on a affaire à des vérités qui sont des vérités Première. Oui, je dirais aussi des vérités de plein pied. Les vérités sont des évidences. Les vérités cartésiennes sont des évidences. On était allé chercher la vérité beaucoup trop loin, dans des trucs très compliqués, cachés derrière le ciel. Il faut revenir à nous, à notre monde, et la vérité, elle est juste là. Elle est évidente, elle est devant les yeux, elle est sous notre main. Donc ça, c'est peut-être première, il y a peut-être ça. Ensuite, peut-être que le sujet lui-même a été, alors ça serait, est doté de capacités en quelque sorte spontanément. Et donc il y a une sorte de conception beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positive du sujet. Et c'est certain qu'il y a chez Descartes une sorte de confiance, cogito, je pense. C'est ça. C'est incroyable. Il y a une confiance en soi qui est absolument incroyable chez Descartes, mais qui est peut-être caractéristique de la modernité tout entière. Alors d'où est venue de la modernité, je dirais la modernité au sens des débuts de la modernité, d'où est venue au XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, cette confiance en soi étonnante. Ça, ce serait voilà, il y a là quelque chose qui peut-être est bien fini. Hein. La modernité est peut-être une parenthèse déjà finie. Hein. C'est un sujet, en tout cas, pour... Donc, alors, je ne sais pas ce qu'il voulait en faire, lui, hein, parce que lui, Foucault, spontanément, il est plutôt critique à l'égard de la modernité. En tout cas, dans les premiers volumes, il l'était. Donc là, je ne sais pas très bien ce qu'il veut en faire, mais voilà, j'ai voulu le garder parce que j'aime bien garder des bouts de questions comme ça qui rencontrent un jour peut-être une réponse, un bout de réponse. S'il vous plaît, mais quand on dit que finalement c'est une conception optimiste, parce qu'on a en soi
bon, la possibilité d'acquérir, enfin d'accéder à la vérité, ça veut dire aussi qu'on se construit seul et qu'il faut tout reconstruire à chaque fois tout seul et non pas s'appuyer sur la tradition, la transmission. Oui, Moi, je trouve pas ça si optimiste finalement. oui, d'accord. C'est intéressant. Ouais. Intéressant. Je sais pas, c'est une réflexion comme ça un peu à brûle-pourpoint, mais ça peut faire quand même aussi très peur de se dire je suis tout seul pour avancer, je suis pas étayé. Oui, oui, tout à fait. Mais, euh, Ben, mais c'est bien. Merci pour cette objection très intéressante. est-ce qu'on peut dire que l'idée de Descartes, c'est aussi l'idée finalement justement de penser seul par soi-même en se disant finalement j'ai besoin de personne d'autre? C'est une forme d'accès à l'athéisme ou en tout cas un débarras de l'idée d'un divin? C'est pas comme ça que lui l'a pensé, hein, mais c'est aussi ce que dit Nicole, là, et c'est intéressant, C'est l'idée ça. qu'il y a une sorte de table rase, donc on n'a plus Ouais. besoin de ce qui est antérieur, on n'a pas besoin de se préparer, On est maître de soi par soi-même, ouais, par sa propre pensée. ouais. Oui, mais voilà, si vous lisez Est-ce que j'avais mis un fragment d'Emerson? Non. Si, on a vu Confiance en soi d'Emerson, Oui, je il me crois semble. bien. Après, Bien. je suis pas sûr. Non, J'ai vu Emerson. non, on n'est Pas pas encore. sûr. Si, tous les textes 41 à 45, hein, la self-reliance, confiance en soi. Et là, il y a vraiment ces textes de confiance en soi. C'est pareil, quand il dit le plus grand mérite que nous reconnaissons à Moïse, Platon et Dante est de n'avoir fait aucun cas des livres et des traditions et d'avoir dit non ce que pensaient les hommes, mais ce qu'eux-mêmes pensaient. Vous vous rappelez, moi, voilà, Oui, c'est ça. ça va tout à fait avec ça. Il y a ce côté, ce côté confiance en soi, quoi. C'est chacun de nous, hein, vous vous rappelez l'idée que le garçon boucher du New Hampshire, il peut être Moïse ou Platon, quoi. Il ne faut pas garder des modèles de la tradition au-dessus de nous. Oui, il y a peut-être ça, mais je pense que je pense que pour Michel Foucault, c'est critique. Il y a une critique de ça pour lui. Il le critique. Mais voilà. Écoutez, on va laisser ça de côté parce que on va avancer. On va avancer. euh, donc, vous voyez le mouvement chez Foucault, on sort de la volonté de savoir, de la domination, vers un exercice de soi, qui est un exercice de soi avec et par un autre. Donc, il y a bien quelque chose qui se fait avec un autre. Hein. Euh, il insistait là-dessus. Voilà. Bon. Mais on est dans une perspective, chez Michel Foucault, on est tout le temps dans une perspective qui est celle de l'émancipation. Et c'est là que je voulais vous faire un tout petit peu rencontrer la pensée une pensée d'émancipation contemporaine qui est celle de Judith Butler. Vous voyez, Judith Butler, je vous montre le livre, là, Le souci de soi. Le récit de soi, excusez-moi, le récit de soi, dans lequel elle dit en fait un des chemins importants de l'émancipation, donc de la subjectivation au sens foucaldien, de la constitution d'un sujet qui est sujet de lui-même et non pas assujetti à un discours qui lui est imposé, c'est la question du récit. Donc, on est avec Judith Butler très proche de Michel Foucault dans la question du sujet, dans son rapport au pouvoir, dans son rapport aux normes. Voilà. Et la question, c'est comment, en se racontant, on devient un sujet moral, un sujet responsable, capable, etc. On est rendu capable par un travail de récit.
Donc la dimension narrative devient parce que, et c'est un combat parce que les normes délimitent même ce que l'on peut comprendre de soi-même. Ce que nous comprenons de nous-mêmes nous est en quelque sorte dicté. Et donc, pour se transformer soi-même, il faut transformer la norme. Et le travail du récit a à voir avec cette transformation, avec ce travail de se donner à soi-même sa propre forme de vie, on va dire, sa propre configuration de vie, sa propre norme. Vous voyez l'idée un petit peu? Se raconter comme... Donc, on se raconte, on découvre qu'il y a des choses qu'on n'a pas racontées, qu'on n'a pas osé raconter, qu'on n'ose pas se raconter à soi-même, des choses on ne sait pas de soi-même, c'est aussi la place de la psychanalyse, bien sûr, mais c'est pas seulement, c'est aussi les autres, la place des autres. Et donc, quelque part, le récit échoue, et là où le récit touche des limites, on reconnaît d'abord que l'on n'est pas ce que l'on racontait que nous étions, ce que l'on nous raconte être. Il y a une sorte de... Et puis donc, la narration demande la relation avec d'autres. Je raconte à quelqu'un qui me raconte à moi. Il y a un va-et-vient entre ce que je me raconte, est-ce que mon récit est la réponse à sa question, mais toi, que dis-tu, ou qui dis-tu, ou comment, qui es-tu, et qui dis-tu que je suis? Et donc, les récits, ça s'enchevêtre dans un va-et-vient entre l'un et l'autre, avec chaque fois une sorte de part d'inconnu embarquée dans mon histoire par la place que l'autre fait à mon récit et que je fais au récit de l'autre. Donc voilà, la narration, le récit de soi, et ce serait le lieu de ce travail de subjectivation dont on parlait tout à l'heure avec Michel Foucault. Et j'ai trouvé ça intéressant de faire ce lien entre le récit émancipatoire, on va dire, et le souci de soi. Bon, alors elle fait quand même beaucoup de place à la psychanalyse, et justement comme décalage entre le récit de soi, premier, une sorte de récit, un récit de soi complaisant à soi-même, en quelque sorte, dans lequel c'est peut-être le problème du plaisir qu'on prend à soi-même, c'est que peut-être que c'est un plaisir qui est vite dans la complaisance, qui est vite dans le principe de plaisir et qui ne voit pas la réalité, et qui du coup ne voit pas ni la réalité dans le sens négatif, mais ni dans le sens positif, les autres, la réalité que me permet le choc avec l'autre, qui arrache de moi d'autres possibilités. Que sinon, dans mon récit, il peut y avoir un récit ronronnant dans lequel je me complais en quelque sorte à me raconter ma propre histoire. Donc, c'est important que le récit que le récit de soi rencontre le récit d'autrui, qui est ce décalage. Et c'est là qu'on rentre dans le thème, d'une certaine manière, on est avec Judith Butler dans une éthique féministe, et on rencontre cette autre éthique féministe qui est les éthiques du care. Ce n'est pas tellement la direction de Judith Butler, je ne crois pas. Hein. C'est pas son... C'est d'autres, même si elle l'a fait aussi. Hein. Pardon? Donc, je ne vais pas faire ça parce que apparemment Ersan le fera la semaine prochaine. Donc, si jamais il ne le fait pas la semaine prochaine, je le ferai un petit peu rapidement. Hein. L'idée du souci, en fait, je vous donne rapidement l'idée quand même, c'est que le care, le soin, a à voir, qui est le même mot d'ailleurs que charité, hein, c'est l'idée de care, c'est la même racine, a à voir avec, c'est une sorte de retournement du souci de soi vers les autres. Oui, mais avec cette idée que ça serait quand même plus une prépondérance des femmes que des hommes. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui va être développé, c'est que
les éthiques masculines sont des éthiques de la justice. Toutes les éthiques jusqu'ici étaient des éthiques qui cherchent le général et qui cherchent la loi, qui cherchent la règle générale, la règle juste. Et que les éthiques féminines seraient plus attentives à la sollicitude, à la singularité, qu'à la généralité, etc., etc. Alors, c'est ça que Joanne Tronto, une des fondatrices de l'éthique du Caire, a ensuite un peu compliqué et contesté. On va voir un texte qui porte là-dessus. Mais c'est vrai, voilà, l'éthique du Caire a à voir avec quelque chose de plus féminin par rapport à l'éthique de Kant. On verra aussi la différence avec l'éthique kantienne, par exemple. Bon, je laisse ça de côté, mais avec aussi l'idée que ce qu'on va mettre en avant dans le souci, dans le soin, c'est l'idée de la vulnérabilité. Ce que l'on va voir, c'est le vulnérable, c'est le fragile. Tandis que vous voyez, là, on était dans un débat sur l'autonomie. L'autonomie, c'est en quoi est-ce que je suis autonome, suffisant, maître de moi-même, etc. Dans l'autonomie du Caire, il y a beaucoup de subjectivité parce que finalement, le problème du soin, c'est une singularité qui est propre à chacun et avec une subjectivité qui est vraiment très particulière de l'un à l'autre. Enfin, c'est de l'ordre de la sollicitude. Non, au contraire, je dirais que l'autonomie n'est pas du tout une valeur du Caire. Au contraire. L'autonomie, c'est une valeur kantienne. C'est une valeur, pour grossir le trait, je dirais, c'est une valeur masculine dans cette idée, dans cette conception-là, si vous voulez. Une valeur, voilà, le guerrier suffisant, qui n'a besoin de rien d'autre, qui est capable de survivre. C'est le survivant dans n'importe quel contexte. C'est capable voilà, il est suffisant, il est autarcique, il n'a besoin de rien, il a tout sur lui, il a tout son équipement, il peut survivre même dans l'effondrement général de tout. Mais bon, ça c'est pas le Caire. Le Caire, c'est le contraire, l'être déprotégé et l'être qui sait qu'il a besoin des autres et qu'il a besoin du soin, et qu'on a tous besoin d'un soin mutuel. Et que même, voilà, même l'être apparemment le plus bardé de suffisance, en fait, par derrière, il est vulnérable lui aussi. Tout le monde est vulnérable. Mais on y reviendra peut-être donc la semaine prochaine en parlant avec un exposé de Ersan, s'il a eu le temps de préparer ça. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. On fait une pause. Toi, tu disais que tu allais partir à quelle heure, Ingrid? Non, mais ne change rien. On fait une petite pause et puis je partirai à 11h, 11h15. Ah, d'accord, ok. D'accord, oui. Oui, peut-être. Le temps. Ouais. Oui, alors peut-être on fait une toute petite pause là, de 10 minutes, pas plus, pour souffler un tout petit peu. Et après, le café. Et après, on attaque. On va se faire un café chacun. Voilà. Et après, on attaque Ricoeur. D'accord? Un monument. Le monument. Un monument. Et bien sûr, j'ai oublié d'enregistrer depuis la reprise, depuis la pause. Désolé. Donc, la variation, c'est l'ensemble de la variation et donc et pas l'invariant. L'invariant ne sert que le noyau invariant. C'est la question. Le but de Husserl, de la phénoménologie, c'était de trouver l'eidos, de trouver l'invariant. Le but de Ricoeur, au contraire, c'est de faire varier, et cette variation... De faire dialoguer les variances.
Voilà. Et ça a un nom, ça s'appelle la poétique. La poétique, c'est justement la méthode, la poétique de la volonté, la poétique du temps, la poétique du mal, on pourrait dire, la poétique du sujet. Et là, je fais quelque chose que Ricard n'a pas fait, hein. Je fais une sorte de, de résumé méthodologique, mais c'est comme ça que ça marche. Il y a une aporétique autour du noyau eidétique. Une aporétique, c'est-à-dire une impasse, une impasse interrogative, il y a une question qui ne cesse de creuser et qui ouvre l'éventail poétique des réponses. D'accord. Vous avez abordé juste la question du mal. Il y a eu un dialogue entre Lévinas et Ricoeur sur la question du mal, justement, ou pas? Pas tellement sur la question du mal, je pense qu'ils étaient très proches. Alors d'abord, Ricoeur et Lévinas étaient très proches, hein, quand même. Il ne faut pas oublier cette proximité. Ricoeur avait fait venir Lévinas à Nanterre. Il espérait justement, avec Lévinas, une grande complicité dans la lecture et l'analyse. D'abord, la situation. Il partageait ce contexte dans lequel la philosophie a des sources non philosophiques. La philosophie n'est pas isolée dans sa tour d'ivoire philosophique, elle lit des textes non philosophiques, d'où les lectures talmudiques de Lévinas, les lectures bibliques de Ricoeur, etc. etc. Non, le débat était plutôt sur justement quelle place réelle est-ce qu'on accorde au soi et à l'autre. Et d'une certaine manière, Ricoeur trouvait d'une certaine manière que l'altérité de Lévinas ne laissait pas assez de place, n'avait pas de sens s'il n'y avait pas un soi capable d'y répondre. Et donc, il faut bien que le soi existe pour répondre, pour répondre à l'accusation ou à l'accusatif. Pour dire me voici et pour venir et donc voilà, et donc il faut, pour Ricoeur, voilà, il faut que le soi existe. Et donc ça veut dire aussi que en gros, Lévinas a toujours privilégié ce qu'il y avait d'extrême, d'extravagant, je dirais d'asymétrique dans le rapport de soi à l'autre. Et Ricoeur va essayer de dire oui, il y a un temps pour la symétrie, le mal, par exemple, et le tort est asymétrique. C'est pas tout le monde a tort. Non, non, il y a quand même parfois, souvent, une asymétrie totale. Il y a un coupable et une victime. Bon. Donc, il y a de l'asymétrie. Mais tout le travail, c'est aussi de restaurer la possibilité d'une mutualité, la possibilité d'une réciprocité. Donc, on ne peut pas faire de l'asymétrie le modèle de toutes les relations, et le modèle du politique, et le modèle de tout. Non, il y a un temps pour l'asymétrie, il y a un temps pour une altérité qui vient rompre la complaisance du sujet à son propre récit, par exemple. Mais voilà, il s'agit bien quand même, tôt ou tard, de rétablir la possibilité d'une mutualité, c'est-à-dire d'un lien dans lequel l'autre est un soi et le soi est un autre, et dans lequel il y a de l'autre dans le soi et du soi dans l'autre, etc. Merci. Dans le prolongement, moi j'aurais envie de poser une question qui me tracasse depuis longtemps. Oui. Est-ce que pardonner, c'est se soucier de soi ou pas? Il y a toutes sortes de pardons. C'est important de pluraliser justement les figures du pardon. Le pardon moral, dans le pardon que moi j'appelle moral, le juste pardon, il n'est pas question de soi. Il est question de rétablir la possibilité d'une relation mutuelle. Donc il n'est pas question de soi. Il est question de soi dans la mesure où il y a où on a où on doit demander pardon, où on peut pardonner, etc., etc. Mais c'est pas de soi. Tandis que je pense qu'il y a des moments, il y a un autre, on emploie encore le mot pardon pour quelque chose de complètement différent, dans lequel un sujet a besoin d'être délivré du passé. Et là, c'est pas un rapport à l'autre qui est là,
ça a un rapport à un soi passé. Le sujet a besoin d'être délivré d'un soi malheureux, d'un ressentiment, qui, qui aussi gangrène sa vie sociale, parce que ça peut aussi euh, le- propager une sorte d'accusation autour de lui, un sentiment d'accusation, un malaise autour de. Donc, oui, je dirais que c'est un autre pardon. Il y a un pardon difficile qui se fait avec les autres, mais il y a un pardon peut-être encore plus difficile parce qu'il ne dépend pas, il n'est pas moral, il est plutôt presque, je dirais, thérapeutique. Il est là à voir justement avec un travail de mémoire, mais aussi un travail d'oubli, un travail de séparation entre ce qui est passé, ce qui va rester dans le passé, ce qui reste actif, on va dire. Voilà. Et donc, ouais, je pense que c'est un pardon différent. Et d'ailleurs, il est tellement difficile. Hannah Arendt disait on ne peut pas se pardonner à soi-même parce qu'on ne peut pas se voir soi-même autrement. Donc, lorsque le tort est un tort qui concerne aussi soi-même, dans lequel on a fait du mal à soi-même, c'est très difficile de se pardonner, si je peux dire. Et donc, ça demande. Lévinas, là, lui, il parle là, justement des choses les plus difficiles qui ne peuvent se pardonner que dans le rapport avec Dieu, euh, parce que justement, il ne s'agit pas des autres, il s'agit de soi-même. Et que c'est les choses les plus difficiles à sortir de soi-même, parce qu'on ne se voit pas soi-même autrement. Vous voyez un petit peu la différence. Je ne sais pas si ça répond un petit peu, en tout cas si ça vous met sur la voie d'une distinction utile pour vous. Pardon. Oui, ça répond sur certains points, mais cependant, quand vous parlez de pardon moral qui a pour but de rétablir la possibilité d'une relation à l'autre, il me semble aussi que le soi est rendu plus meilleur, enfin, reçoit un gain du fait de la possibilité de la relation à l'autre qui est rétablie. Bah oui, bien sûr. Ah, oui, c'est pas complètement, ah non, bien sûr. Complètement déconnecté du souci de soi. Ah non, pas du tout, oui, oui, pas du tout, oui, oui, bien sûr. Mais c'est un souci, si vous voulez, de la même manière que Calvin dit, la meilleure manière de se soucier de soi, c'est de confier ce souci à Dieu. Il a une formule très, j'y pense à l'instant d'ailleurs, il dit que quand il parle du couple, de la conjugalité, il dit que c'est impossible d'une formule de ce genre, c'est qu'on ne peut pas prendre entièrement soin de soi-même. Il y a une limite aux soins de soi-même. Car en fait, la meilleure manière de se prendre soin de soi, c'est de prendre soin d'un autre qui prend soin de soi. Il y a une espèce de soin mutuel, on va dire. Donc, on peut dire que c'est un égoïsme à deux. On pourrait dire que c'est un souci de soi délocalisé, si je peux dire. Bon. Mais oui, on peut dire ça comme ça. Mais disons que c'est pas le pardon. Enfin, pour moi, c'est une grande différence entre le pardon guérison, dans lequel il y a vraiment un travail sur soi, comme on dit, à faire, sur soi ou avec Dieu. Enfin, ça peut prendre des formes différentes et c'est pas du tout étonnant que le langage soit toujours à ce moment-là le langage de la guérison. Et puis, je dirais un langage du pardon plus ordinaire, des torts qu'on a fait à d'autres ou que d'autres nous ont fait, et qui demandent une interaction avec l'autre, quoi. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de points de jonction, comme justement cette impossibilité de se voir soi-même autrement, comme le fait que c'est. Mais c'est quand même un registre de pardon qui n'est pas de l'ordre, à mon avis, de la guérison, là. C'est de l'ordre plutôt, je dirais, de la restauration de la réciprocité possible. On parle d'un lien lésé, dans lequel la réciprocité a été lésée, et on va rétablir une possibilité de réciprocité. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois. Merci. Je ne sais pas si c'est très utile, mais... voyons, il est quelle heure? Bon, oui, on a été... Je regarde mes papiers sur...
Oui, dans la dernière page de Mémoire, Histoire et Oubli, là, c'est toute une longue évocation de Kierkegaard, de l'oubli sur les oiseaux du ciel, hein, le soucieux. Rompre avec l'inquiétude des comparaisons, comme une distraction divine. Cet oubli, dit Kierkegaard, est une distraction divine, qui n'est pas donc le divertissement au sens pascalien, mais vraiment une sorte de distraction divine qui amène l'homme à considérer combien il est magnifique juste d'exister. Et donc, du coup, c'est l'affligé, le soucieux, va être débarrassé de ce souci par cette considération. Bon, ça, c'est Kierkegaard, c'est autre chose. Non, voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de... Parce que je n'ose pas toucher la question du Caire, je n'ose pas prendre... Alors, les autres textes, il y avait un certain nombre de textes que je n'avais pas... D'autres auteurs. On a gardé dans notre petit polycopier le texte de Claude Romano, qu'on a en épilogue, le texte de Pierre Hadot sur conversion-retour, conversion-rupture. Voilà, les deux textes de Pierre Hadot. Hein. Ça, c'est là-dessus que vous allez terminer, Nicole, hein, je pense. Nicole, vous devriez laisser votre micro parce que... Oui, c'est un peu plus... Enfin, cette partie-là de... C'est plus large, je sais. La difficulté sur la conversion, c'est vrai que c'est un peu plus confus dans ma tête, je devrais dire. D'accord, d'accord. C'est bon, pour le moment, c'est confus parce que j'ai sans doute dans la tête la conversion d'Augustin cette métanoïa, c'est quand même un retour à celui qui est à l'intérieur de lui. Oui. C'est pour ça que dans ma tête, c'est confus. Oui. Mais je pense que lui-même, hein, il ne doit pas être non plus très... parce qu'en fait, carrément, il fait toute une métaphysique lui-même, quoi. C'est ça qui est courageux, je trouve, en même temps. Il sort de son rôle d'historien de la philosophie et il devient, à son tour, il propose une sorte de grande récapitulation en disant finalement, l'être va dans deux directions, quoi. Et en même temps, je crois que ça doit avoir à faire avec sa longue lecture de Plotin. Oui. Et aux 3 niveaux du moi chez Plotin, si je l'ai un peu compris, parce que là, c'est une vraie découverte. Mais c'est vrai que Pierre Hadot, on a du mal à faire la différence entre l'historien de la philosophie qu'il fut au départ et après sans doute une réflexion qui... C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure par rapport à Descartes, se retrouver tout seul, c'est tout le contraire de ce que fait Pierre Hadot. Il construit vraiment sur tous ceux qu'il a étudiés avec minutie, avec rigueur, qu'il a laissé vivre en lui. C'est sans doute pour ça aussi que j'ai réagi davantage. Oui. Non, mais moi, en fait, je posais cette question sur Descartes, je la gardais de côté un petit peu, parce que avec la question, je ne voulais pas expliciter, j'aurais dû l'expliciter comme ça. C'est pourquoi est-ce que ce sujet capable, il est contemporain de la Renaissance et de la Réforme? C'est ça ma question. Est-ce que c'est réellement un nouveau type de subjectivité qui apparaît avec la Renaissance et la Réforme? Et voilà. Comme un doute sur nous-mêmes. Est-ce que nous sommes un sujet comme ça? Nous. Oui, je comprends. Nous, très... Et pourtant, dans notre monde actuel, on serait plutôt dans le refus de tout ce qui est un maître. Oui.
Mais c'est ça. Descartes, c'est il n'y a pas de maître. Oui, mais enfin, au XXIe siècle, j'ai l'impression quand même que On continue comme ça. dans la vie courante, c'est le refus du maître. Refus du maître et le sujet capable de vérité. Tout le monde est capable tout de suite de dire une opinion vraie, quoi. Bon, j'étais prof dans une vie antérieure et bon, je résistais contre ceci, mais c'était l'élève au cœur. Mais l'élève au cœur sans le maître. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu apparaître au cours de ma carrière, donc depuis les années 75 à peu près, qui n'était pas du tout présent quand moi j'ai fait mes études. Et au contraire, on a voulu que l'enfant, qu'on oubliait d'appeler élève, c'est pas neutre non plus, se construise lui-même. Évidemment, avec la présence d'un adulte, mais qui ne prenait plus, selon moi, la position d'un adulte. C'est pour ça que je réagis en général à ce genre de choses, même si je ne veux pas du tout gommer, et là, je n'ai pas les connaissances pour savoir effectivement pourquoi Descartes est intervenu à l'époque où il est intervenu. Même si bon, vous nous avez fait approcher par Montaigne et d'autres, mais le fait de pouvoir se construire uniquement par soi-même me semble être quelque part, je vais dire, jusqu'à une maltraitance. Oui, tout à fait. Mais là, bon, ça c'est une opinion de pédagogue. Non, mais c'est très important, très important. Je suis très proche de vous. Ricoeur aussi, hein, là, serait très, très, très d'accord avec vous. C'était Ricoeur, vous savez, pendant les événements de 68, 70, là, il était doyen. Alors, il y avait des élèves qui étaient venus s'asseoir sur les étudiants, les étudiantes assis sur son bureau et qui disent, mais pourquoi est-ce que c'est toi qui fait les cours? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Et Ricoeur avait répondu avec son petit sourire, et c'est peut-être parce que j'ai lu plus de livres que vous. Peut-être que c'est parce que j'ai lu plus de livres que vous. Voilà. Ben, c'est ça, on s'appuie sur quoi est-ce qu'on s'appuie? Il y a l'idée du maître, mais il y a l'idée du maître de conscience aussi. Je reviens à Descartes. Le dialogue supposé entre Descartes et, comment il s'appelle, Pascal, je ne sais pas s'il a eu lieu d'ailleurs. On est plus dans un maître de conscience, non, dans cet échange-là, dans cette visée-là. Oui, alors, je dirais que le directeur de conscience, ça c'est vraiment c'est ça, le directeur de conscience. Le directeur de conscience. Ça c'est plutôt jésuite, hein, comme démarche. C'est ça. C'est pas une démarche. Je ne pense pas que il y avait des précepteurs, mais c'est vrai que c'est intéressant par rapport même à la question que pose Michel Foucault, parce que le précepteur, c'est pour une période donnée, puis après, voilà, ça s'arrête. Tandis que le directeur de conscience, c'est toute sa vie. On n'a jamais fini d'avoir besoin d'un directeur de conscience. Donc là, il y avait peut-être une différence entre... peut-être que... Alors, je me hasarde complètement, que la différence entre... Luther aussi, donc il insiste sur le fait que l'on est délivré de l'extérieur. On ne peut pas se délivrer soi-même. Kierkegaard aussi. Donc il y a une dimension de césure. Et donc peut-être que les réformateurs, ou la pensée, la tradition protestante, va insister sur la dimension de césure, de rupture, de discontinuité, y compris dans la conversion. Alors que peut-être que la tradition catholique va peut-être insister sur cette dimension d'un maître de conscience, d'un directeur de conscience, mais aussi d'une continue, qu'on n'a jamais fini en quelque sorte d'être. Rappelez-vous la formule de Calvin qui disait on dit qu'il faut nourrir le peuple de bon lait, mais jusqu'à quand le nourrira-t-on de lait? S'il n'en vient à supporter quelques vins et viandes, c'est que jamais il n'a été nourri de bon lait. Et il y a un moment, il faut arrêter. Il y a un moment où on passe à l'âge adulte. On dit que dans la direction de conscience jésuite, on n'a jamais adulte. On est toujours
On est donc soumis toujours à l'institution, d'accord. pour le dire comme ça. Donc là, il y a peut-être une différence intéressante qu'on retrouve dans la distinction que propose Foucault entre la sagesse hellénistique et Platon. Platon, c'est vraiment l'idée qu'il y a une sorte de... On a un événement et du coup, on est renvoyé. Il y a une sorte de rupture et de recommencement, quoi. On est retourné. Et non pas une sorte de travail, d'exercice incessant. Là, on pourrait dire comme ça, je ne sais pas. Je vois qu'en fait, j'ai 2 ou 3 textes que je ne vous avais pas envoyés et qui peuvent faire partie de la conversation finale avec Pierre Hadot. Donc, si Pierre Hadot, Pierre Hadot en général, mais après, ce petit texte sur la conversion retour, la conversion rupture, il y a un texte de Hans Jonas. Hans Jonas qui a écrit le principe responsabilité, qui a écrit le concept de Dieu après Auschwitz. Il a écrit un livre très curieux qui s'appelle Le phénomène de la vie. Il avait aussi écrit sur la gnose, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc, il y a là 1 ou 2 textes qui, à mon avis, sont un petit peu le substrat, donnent aussi quelque chose sur le substrat de la mutation entre l'Antiquité et les temps modernes, on va dire, sur le rapport, sur la place de la vie, la place du monde, mais du coup aussi le souci. Et puis il y a un texte de Patočka aussi sur justement l'alternance qu'il propose entre un temps de la confrontation et un temps du dévouement, qu'il appelle du dévouement, du renoncement. Et donc, peut-être qu'il y a un lien, enfin, on peut jeter des rapprochements entre ces différents textes, des rapprochements ou les lire ensemble, c'est utile. Il y a un texte aussi de Jean Habert, je vois. Jean Habert, qui était un des maîtres de Ricoeur, qui avait développé ce qu'il appelait le concept de l'affirmation originaire, et dans lequel il y a le je suis exprime tout ensemble la certitude suprême et le renoncement à soi qui l'accompagne. C'est étonnant, mais ça va un petit peu... Il est tourné à la fois vers le moi, dont il aspire à régler désormais la destinée, et vers l'affirmation absolue qu'il s'approprie. L'affirmation absolue, c'est pas lui, justement, chose qui le précède. Car c'est par le « je suis » que le moi peut avoir... c'est pas facile à lire comme ça. Je vais vous envoyer ces textes. C'est 2 ou 3 petits textes sur l'affirmation et le renoncement qui sont peut-être... voilà, qui peuvent être des matériaux pour rassembler. Et puis, alors, il y avait le texte de... On a encore le texte de Claude Romano, non? Vous avez vu ça? Oui, oui. Il est important ce texte parce que justement, c'est un texte final de son gros être soi-même, qui est vraiment une sorte d'histoire du souci de soi, on pourrait dire, et dans lequel, à la fin, il fait place à l'insouci de soi. C'était suite, là aussi, à une conversation que j'avais eue avec lui. Il me l'a dit, il m'a envoyé un petit message en tête du livre, d'ailleurs, il le dit, dans lequel on voit qu'il y a une réponse du souci de soi, puis une réponse de l'insouci. Comme vous aviez dit que ce n'était pas le texte à se procurer en première approche, j'avoue que pour le moment, je n'ai pas le livre. Oui, le livre de Claude Romano. Oui. Ah oui, c'est un gros livre. Il faudrait vraiment, si on est vraiment passionné par le sujet de être soi-même, du souci de soi, oui, alors on peut se procurer ce livre qui existe en livre de poche, hein. Mais sinon, non, c'était quand même un texte un peu secondaire. Mais j'ai l'impression qu'on a davantage travaillé le souci de soi que l'insouci de soi. Et j'avoue que, bon, l'éclairage de Calvin, qu'en tant que catho, je connais très mal, je pense qu'il faut que j'aille creuser de ce côté-là. Et vous voyez, dans Ricoeur, j'ai peut-être pas formulé assez, mais
le texte, attendez, je vais reprendre leur numéro. Hein, le texte 78 sur Parfit, c'est un texte sur l'insouci de soi. Le texte 79 sur le fait que je reçois de ma lecture un soi plus vaste, c'est un texte sur l'insouci de soi. C'est-à-dire qu'il faut lâcher le moi pour trouver un soi plus vaste. Donc au miroir des Écritures. On va dire le texte... Je ne l'avais pas compris comme ça, j'avais au contraire compris pour me forger davantage moi-même, davantage de lecture. Non. Oui, moi aussi. Vraiment, Vraiment... Ça me semblait même évident dans ce sens-là. Oui. Ah, d'accord. Non, pour moi, j'ai essayé de trouver chez Ricoeur, en gros, de la même manière que vous auriez Socrate et Jésus, que vous auriez Erasme et Calvin, vous auriez Foucault et Ricoeur, si vous voulez. Et mon idée, c'est de trouver chez Ricoeur vraiment plusieurs points d'ancrage pour l'insouci de soi. Il y a le point d'ancrage dans soi-même comme un autre autour du partage des expériences, enfin Parfit. Il y a le texte comme ce qui me délivre de moi-même. Et vraiment, le texte me sort de moi-même, me délivre de moi-même, me délivre du souci de moi-même et m'apporte un autre moi. Mais si je puis dire, c'est pas du tout... moi, je le prends pas du tout comme un but. C'est un résultat de la lecture. C'est que ça élargit complètement le moi. Et que ça me met du coup en contact avec d'autres, avec une sorte de transsubjectivité. Je dirais une transsubjectivité. Oui, mais c'est l'idée d'un texte qui re-questionne finalement. Pas seulement qui re-questionne, qui me donne même d'autres expériences. C'est un texte. Il y a des textes qui, en me présentant une expérience, ouvrent en moi des nouvelles possibilités d'expérience. Pas seulement de questionnement, d'expérience. C'est-à-dire, voilà, le vécu du prophète. Je lis le prophète Jonas. Je vais pouvoir, je vais être ouvert à cette dimension-là dans ma vie. Ça ouvre en moi une capacité de perception complètement nouvelle, une capacité d'action, une capacité de sensation, de perception. Voilà. Après, il y avait l'insouci au niveau de mémoire, histoire, oubli, donc toute la finale sur l'insouci. Et puis après, finalement, il y avait l'insouci même dans le rapport à la foi, c'est-à-dire l'insouci de soi dans le rapport à la résurrection elle-même. Oui, ça faisait 4 thèmes, pour moi, ça faisait 4 thèmes de l'insouci. Je suis désolé, j'aurais dû les présenter beaucoup plus catégoriquement comme ça. Parce que... Non, mais c'est le fait que je n'ai pas assimilé complètement le cours d'aujourd'hui. Non, mais c'est moi. C'est normal. Non, c'est normal parce que j'ai besoin de le relire et de me l'approprier. Je ne me l'approprie pas en 2 heures. Non, mais il faut dire aussi vraiment que moi-même, vous le voyez aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Je sors de cette semaine très, très, très chargée. J'ai roulé hier soir jusque tard et je vais arriver comme ça. J'aurais dû d'ailleurs préparer mieux mon texte dans le train, mais dans le train, j'étais épuisé. Et donc, je n'ai pas assez préparé. Mais vraiment, c'est ça. Pour moi, Ricoeur, c'est, vous voyez, si je fais, il y a Socrate, souci de soi, Jésus, un souci de soi, Erasme, et même d'une certaine manière Montaigne, et puis Calvin, et puis Foucault, Ricoeur. Je le présente au plus simplificateur, ça serait comme ça que je présenterai l'ensemble de la structure de ces des 3 époques qu'on a traversées et la structure de ce cours. C'est une lecture percutante, mais à faire mienne. Oui, c'est ça. Il faut encore que je... Mais moi aussi, il faudrait que je pointe, que je line out, que je montre dans tout Ricoeur comment c'est une ligne importante. Parce que c'est pas évident. C'est d'autant moins évident qu'apparemment, ça serait plutôt Lévinas, le penseur de l'autre, et donc de l'insouci de soi. Sauf que justement, Lévinas n'est pas du tout insouciant, il ne parle pas tellement de l'insouciance. Au contraire, on est dans l'intransigeance, je dirais, même de l'accusation, d'une certaine manière. C'est-à-dire que Ricoeur, là, il y a beaucoup de thèmes qui sont, à mon avis, des thèmes qui délivrent du souci.
C'est ça qui m'intéresse beaucoup chez Ricoeur dans ce parcours. Bon, Merci. vous êtes Merci. courageux tous les deux de rester courageusement. Non, merci à vous surtout. Ah non, c'est oui, C'est voilà, vous. c'est nous qui tirons bénéfice du cours. Oui, là, on en a profité pleinement. Merci. Bon, alors, en tout cas, donc, la prochaine fois, jeudi prochain, c'est donc, vendredi prochain, c'est donc en présentiel à Montpellier, hein, d'accord? OK, pas de souci. Ok. Merci Ça à sera possible vous. pour vous, Nicole, vous pourrez? Oh ben, normalement, ça doit être bon. Je pensais que mon exposé serait prêt, mais comme bon, il y a quand même un souci personnel, il oui. n'est pas prêt, mais ben, il faudra qu'il y soit. Fait partie des objectifs. Il y a aussi, vous voyez, moi je viens vers vous souvent avec des choses qui ne sont pas tout à fait prêtes, hein, vous voyez, donc on partage les choses et puis voilà, quoi, ça fait partie Et j'avoue que ce qui m'intéresse beaucoup chez Pierre Hadot, c'est que ça me semble lisible, alors peut-être faussement lisible, mais lisible, et surtout il a un cheminement que je trouve passionnant. Oui, non, mais Pierre Hadot, c'est vraiment quelqu'un de très agréable à lire et en plus, il est important pour notre sujet. Très bien, ben écoutez, donc alors à vendredi prochain. Merci. Merci, Au bonne revoir. fin de semaine, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.